Alors, bonjour, bienvenue dans cet atelier de révision sur Canva, JavaScript, l'algorithmique. Donc, ça va se faire en 5 vidéos. La première, ça va faire un petit jeu briques. Donc, c'est un petit jeu où est-ce qu'on a une balle qui rebondit, qui doit briser toutes les briques. Ça va nous permettre de réviser tous les concepts en algorithmique. Donc, les variables, les fonctions, les structures conditionnelles, les boucles, les tableaux, les objets. Donc, on va faire tout ça dans 5 vidéos que vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure. Je vais mettre aussi le lien pour aller chercher le dossier, pour télécharger le dossier zip, pour pouvoir suivre avec la vidéo en commentaire de ces vidéos. Donc, première des choses, j'ai un petit document, on va réviser un petit peu comment on structure un projet en jeu ou en web. Donc on a notre page index.html qui est le fichier de base dans lequel le jeu va démarrer. Ensuite, on a un dossier asset dans lequel on va bien organiser tous nos documents bien renommés. Donc on va avoir un fichier script.js qui va être notre JavaScript. Si on avait des images, on les mettrait dans le dossier images, des polices de caractères pour personnaliser à la police, un fichier CSS dans lequel on peut styliser la page, ajouter notre police de caractères aussi, puis des sons si on en a éventuellement. Donc, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on doit importer notre script JavaScript dans la page HTML et on le met dans le head avec l'attribut defer. Ce que ça permet de faire, c'est d'attendre que la page soit chargée avant d'exécuter le JavaScript. Donc, ça va attendre que la balise Canva existe, puis après, on va pouvoir la cibler et l'utiliser. Ensuite, ça nous prend aussi une balise Canva. C'est avec la balise Canva qu'on va faire nos jeux dans toute la session ou dans l'exercice comme tel. On va utiliser cette petite fenêtre-là pour dessiner des objets à l'intérieur, puis les déplacer, simuler des collisions, etc. Donc, une fois qu'on a ça, on s'assure que le chemin vers le script est toujours le bon. Donc, dans mon cas, j'ai asset avec un S, un dossier JS, puis j'ai un script. Dans mon dossier script, ben là, j'ai commencé déjà un petit peu à travailler pour vous, juste pour qu'on démarre plus vite. Donc, on a besoin, si on veut utiliser le Canva, ben on a besoin de le sélectionner. Donc, on utilise document qui représente la page web. C'est un mot-clé réservé qui représente la page web. On peut utiliser la fonction query selector qui permet d'aller chercher la balise Canva, puis on l'enregistre dans une variable. Les variables, ils servent à stocker de l'information dans l'intérieur d'elle. Et pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé let devant. Donc, s'il n'y a pas let devant, on ne peut pas stocker, on ne peut pas déclarer. Donc, ma variable s'appelle oCanva.html. J'ai mis O devant parce que ça serait un objet. On va voir les objets le plus tard. Puis, par la suite, j'utilise la méthode getContext du Canva. Donc, vous voyez, maintenant, j'utilise la variable Canva pour récupérer le contexte. Le contexte, c'est quoi? Ben, ça contient toutes les méthodes pour dessiner des images, dessiner des rectangles, effacer le Canva. Tout comment on interagit avec le Canva, c'est à l'intérieur de l'objet contexte. Donc, on a toujours besoin de ces deux-là, écrits de cette manière-là. Puis, après, ben, je vais aller, moi, chercher la hauteur et la largeur de mon Canva. Donc, je l'enregistre tout de suite dans une variable pour que je puisse m'en servir plus tard. Ça correspond à quoi? Ben, si je reviens dans ma page index, ben, on voit que j'ai déjà défini une hauteur de 600 pixels par une largeur de 800 pixels. Vous pourriez changer ça si vous voulez. Donc, comme ça, je n'ai pas besoin de savoir ça mesure combien. Je l'ai déjà récupéré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une fonction initialisée. Je vais revenir sur qu'est-ce que c'est les fonctions dans quelques secondes. Puis, une fonction boucle de jeu. Ces deux fonctions-là sont essentielles pour faire fonctionner n'importe quel projet JavaScript. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ben, la fonction initialisée, elle sert principalement à attendre que les objets qui auraient besoin d'être chargés, par exemple des images ou des sons, soient préchargés. Comme ça, il n'y a pas de délai quand on va vouloir les utiliser. Puis, pour ça, on a besoin que notre dernière ligne, ça soit window. Window, c'est le navigateur, c'est pas juste la page web, c'est un objet un peu comme document. Ça, vous allez le voir en 2W2. Puis, on utilise add event listener de type
load. Donc, c'est un événement spécial. Donnez-moi quelques secondes, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est. Et du moment que tout est chargé, on déclenche la fonction initialisée. Donc, ça, c'est déjà préparé pour vous. Add Event Listener, on va s'en servir beaucoup. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à déclencher un petit bout de fonction. Et une fonction, c'est quoi? Ben, c'est du code qui est isolé, qui est déjà préparé dans un petit bloc qu'on peut déclencher à répétition. Donc, dans ce cas-ci, ou avec un délai. Fait que dans ce cas-ci, ce que je dis, c'est au navigateur, c'est attends que tous les médias soient chargés. Et quand c'est prêt, déclenche le petit bloc initialisé. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Là, ça va être à vous, là, on commence à programmer. Ben, on va devoir déclencher une boucle de jeu. Je vais juste arrêter ça 30 secondes, je vais coder moi-même, j'ai pas besoin d'aide. Donc, je vais dire set intervalle, puis je vais mettre boucle jeu 1000 divisé par 20. Donc, qu'est-ce que c'est cet intervalle? Cet intervalle, ça permet de déclencher une fonction à répétition avec un délai. 24 images par seconde, donc un FPS, un frame par seconde de 24. Puis, cette fonction-là va être répétée tout le temps. Pourquoi on va utiliser ça? C'est ce qui nous permet de faire de l'animation. Donc, quand on a un jeu, en JavaScript, c'est rare qu'on va avoir besoin toujours de ça, mais dans le cas où on a un jeu, on a besoin d'avoir une boucle qui se répète pour déplacer notre personnage, déplacer les balles, déplacer, changer l'affichage s'il s'est passé quelque chose, déplacer des ennemis. Donc, c'est ce qui va nous permettre à ce moment-là de faire notre animation. Donc, on a besoin de quelque chose qui se répète, puis à chaque fois que la fonction va être répétée, ben, on va changer un petit peu quelque chose, puis on va redessiner. Qu'est-ce que je peux faire par là? Ben, moi, dans mon cas, j'aimerais avoir, on va tester juste pour voir que ça fonctionne. Donc, je vais faire console.log allo. Okay. Puis, je vais aller démarrer mon jeu. Pour démarrer mon jeu, moi, j'ai installé une extension qui s'appelle Live Server. Juste un instant. Oups, je vais la mettre ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans VS Code, dans les extensions, Live Server, celui-là en mauve, vous l'installez. Puis là, vous devriez avoir dans le bas un petit votre serveur là, qui se permet de le faire. Puis une fois que c'est marqué port 5500, ça veut dire que vous avez déjà un petit serveur d'ouvert. Puis j'ouvre ma console avec clic droit, inspecter. Puis là, on voit que j'ai soit 24 fois par seconde mon halo qui s'affiche. Donc, ma boucle de jeu fonctionne. Ça veut dire que je peux commencer à déplacer, afficher, etc. Donc, si je reviens ici, dans mon code, ça, j'en ai plus besoin. On peut mettre en commentaire les consoles.log au fur et à mesure, puis ou les effacer si on n'en a plus besoin. Pour faire ça, on fait juste mettre / devant. Ça veut dire que quelque chose qui est en commentaire ne sert pas à afficher ça s'affiche pas, ça s'exécute pas, c'est pour laisser des traces ou pour enlever l'exécution d'une ligne en particulier. Donc, vous voyez, j'ai mis moi des commentaires pour séparer correctement mon code. Je vais mettre un S majuscule. Hop, comme ça. Pour organiser mon code, chaque fonction devrait avoir des commentaires devant pour indiquer qu'est-ce que chaque fonction fait. Donc, par exemple, ici, moi, ce que j'aimerais, c'est, dans ma boucle de jeu, ben, je vais me faire une fonction qui va servir à dessiner le joueur, puis je vais en avoir une qui va s'appeler déplacer joueur. Donc là, je vais les mettre ici, une à la suite de l'autre. On écrit une fonction en commençant avec le mot function, afficher joueur, comme ça. Puis on va en avoir une autre qui va s'appeler function déplacer joueur. Puis on se rappelle que c'est important de suivre la syntaxe. Donc quand on écrit une fonction, il y a on met le mot function, on met son nom. Le nom devrait toujours commencer par un verbe d'action. Puis on vient
comment dire, mettre des parenthèses. À l'intérieur des parenthèses, il peut avoir des paramètres. On va le voir dans quelques secondes. Qu'est-ce que c'est des paramètres? Puis, il y a les accolades. Puis, à l'intérieur des accolades, c'est là qu'on vient mettre l'exécution du code. Du moment que la fonction est terminée, ben le reste du code va s'exécuter. Donc, si ça s'exécute dans l'ordre qu'on veut qu'on le voit. Ici, je vais mettre un paramètre qui va s'appeler direction à l'intérieur de déplacer joueur. Puis, on va pouvoir dire, ben, s'il s'en va à gauche, change les touches à gauche, etc. On va s'en servir tout à l'heure. Donc, première des choses qu'on veut faire, ben, dans ma boucle de jeu, donc 60 fois par seconde, moi je veux afficher mon joueur. On va en avoir plusieurs. Ça veut dire que on va avoir affiché la balle, on va afficher les briques, on va afficher le décor, le score si on en a. Donc, on va avoir une fonction pour chaque. Puis dans la boucle de jeu, ben, on va les additionner une à la suite de l'autre. Ils vont tous se placer. Donc, première des choses que je veux faire, ben, j'ai besoin, moi, d'avoir de l'information pour mon joueur. Donc, pour ça, je vais aller en haut dans mes variables. On va se faire une variable spéciale avec ce qu'on appelle un objet. Les objets, c'est comme une variable où est-ce que ça peut contenir plus qu'une information. Donc, les variables simples, comme par exemple let non égal Maxime, ben, on peut mettre du texte, on peut mettre des nombres, par exemple let n score égale 0, let n égale 3, etc. Donc, on peut rajouter des variables autant qu'on veut. On doit commencer par le mot let. Idéalement, on peut préfixer pour indiquer qu'est-ce que ça contient. S pour string, N pour number, B pour booléen, O pour objet. Par exemple, je pourrais avoir let B peut jouer égale false. Donc ça, c'est des valeurs qui sont simples, comme on appelle. Ça veut dire qu'on peut mettre une seule information, tandis que l'objet, lui, peut avoir plus qu'une information qui est stockée. Fait que, par exemple, on va avoir sa position en X, on va mettre 0. Y, on va mettre 0 pour l'instant, mais on va l'ajuster parce qu'on ne veut pas qu'il soit dans le haut de l'écran. On va mettre la largeur. Puis ça, le nom de la propriété, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous mettez. Par exemple, je pourrais mettre 100 pixels, puis hauteur 25 pixels, comme ça. Donc, mon joueur, j'ai besoin d'une position de départ, plus à largeur, plus à hauteur. On va pouvoir dessiner un rectangle qui va être le joueur qu'on va pouvoir déplacer de gauche à droite. Donc là, pour l'instant, on va le placer en haut, mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est le placer au bas de l'écran. Mais on va revenir après là-dessus. Donc, j'ai mon joueur. Je m'en viens dans ma fonction afficher joueur. Puis, ce que je vais faire, je vais dire au contexte. Donc, on se souvient tantôt là, que j'ai utilisé la fonction contexte pour faire ça. Point fill rect. Donc, on peut utiliser ici fill rect, c'est pour dessiner un rectangle sur le canevas. Puis là, vous voyez que ma fonction fill rect, elle prend quatre informations. La position en X, donc gauche à droite, la position en Y de haut en bas, puis la largeur, W pour width, donc largeur, puis height, H pour la hauteur. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au joueur.x, au joueur.y, joueur.largeur, au joueur.hauteur. Donc, on peut accéder aux propriétés qu'on a définies dans notre joueur en utilisant le point. Donc, par exemple, j'ai un objet joueur, ben, j'ai sa propriété X, donc je peux dire, va me chercher l'information dans la propriété X de joueur. Donc, en ce moment, c'est 0. Ça, on va pouvoir le déplacer. On va pouvoir le modifier dans notre fonction de déplacer joueur. C'est ce qui va nous permettre de dire, OK, je déplace mon joueur de 5 pixels à droite ou 5 pixels à gauche, mais le X va changer, mais ma fonction afficher joueur, elle, va jamais changer. Donc là, théoriquement, je devrais avoir un petit rectangle qui s'affiche dans le haut de mon canevas.
J'ai pas d'erreur dans ma console, à part mon petit favicon que j'ai pas mis. Mais jusque-là, ça marche. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est je voudrais pas qu'il soit ici. J'aimerais qu'il soit en bas et centré dans mon écran. Donc, on va aller plus haut. On va venir modifier les valeurs par défaut de notre joueur. Donc, en X, je veux qu'il soit à la moitié. Donc là, par exemple, la moitié, on le sait que ma largeur de mon écran est enregistrée ici. Donc, je peux réutiliser cette information-là parce qu'elle est définie plus tôt. Divisé en deux. Fait que ça nous donne la moitié. Mais là, vous allez voir, il ne va pas être tout à fait centré parce que c'est le coin en haut à gauche de mon rectangle qui va être centré. Donc là, il n'est pas tout à fait centré. Moi, j'aimerais le déplacer un peu. Donc, je dois soustraire la moitié de sa largeur. Donc, 100 divisé en 2, ça fait 50. Donc, le coin du rectangle, le coin en haut à gauche de mon rectangle, va être placé à la moitié, mais on va le déplacer à gauche de 50. Ça veut dire que, vous voyez, il a été déplacé ici de 50. Il est centré horizontalement. Maintenant, moi, j'aimerais le mettre en bas dans mon... complètement en bas. Fait que là, par rapport, moi, je sais que ma hauteur de canevas est ici. Donc, je sais, peu importe si mon canevas change, mais la hauteur va être enregistrée dans cette variable-là. Maintenant, ça fait que mon canevas, mon rectangle, on ne le verra plus parce qu'il va être en dehors du canevas, il va être un peu plus bas. Je dois donc soustraire ce que je veux, mais la quantité qui va être soustraite va toujours être par rapport au bas de mon canevas. Maintenant, si je fais moins, je sais pas, 200, ben maintenant, oups, un peu trop haut, moins 100, ben, vous voyez, mais tout d'un coup, mon rectangle va toujours être ici, en bas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette vidéo-là? Ben, c'est de déplacer mon rectangle avec les touches du clavier. Donc, première des choses, peut-être ce que j'aimerais faire, c'est avoir une propriété vitesse. Puis là, je vais le mettre à 5 pour l'instant. Donc, j'ai rajouté dans mon objet joueur une propriété vitesse avec le nombre de pixels par seconde qu'on va pouvoir déplacer là, mon rectangle. Donc, là, j'ai besoin d'écouter les touches du clavier. Donc là, moi, ce que je veux, c'est pouvoir changer ou attendre, mettre un écouteur d'événement qui, quand on appuie sur une touche, ben, on va déplacer le rectangle. Pour ça, on va avoir besoin. Pour le clavier, c'est window.add event listener. Donc le window, il va servir pour les touches, le chargement comme on a vu. Puis quand on va vouloir gérer le clic, ben là, ça va être le canevas parce qu'on veut cliquer directement sur le canevas et non pas dans tout le navigateur. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de clic dans ce jeu-là. Je le garde pour l'exercice numéro 2. Puis là, l'événement, ça va être key down. Ça veut dire que tant que la touche est enfoncée, ben on va pouvoir déplacer le rectangle. Puis, quelle fonction est-ce qu'on veut déclencher? Ben là, j'en ai pas de fonction. Moi, ça va me prendre une fonction qui va servir à déplacer. Je vais me faire une fonction tout de suite. On touche enfoncée, comme ça. Et c'est cette fonction-là que je vais appeler dans mon Add Event Listener. Donc, quand on met un écouteur d'événement, on met la sorte d'événement. Vous allez en avoir, allez sur MDN, il y en a vraiment plein. Key down, c'est pour les touches enfoncées. Key up, quand la touche est relâchée. On a mouse enter, on a le clic, on a le double clic, etc., etc. Puis, on met le nom de la fonction. C'est mieux, des fois, si vous regardez des tutoriels, il y en a qui vont mettre une fonction anonyme ici. C'est pas recommandé parce que ça nous empêche de l'enlever si on a besoin. Donc, dans certains cas, on voudrait retirer un écouteur d'événement. C'est mieux de créer la fonction. Puis c'est plus propre aussi, c'est mieux organisé. On sait exactement qu'est-ce qui est quoi. Toutes les fonctions, moi, qui sont dans un Add Event Listener, je les préfixe avec on, parce qu'en anglais, ça, on va dire on click ou on quelque chose. Mais c'est juste que j'ai gardé cette norme-là. Puis, c'est plus clair. Fait que maintenant, si je voudrais savoir quelle touche a été enfoncée,
on a besoin d'un paramètre spécial. Le paramètre, c'est quoi? Donc, dans les fonctions, entre parenthèses, on a souvent, on peut passer de l'information au moment que la fonction s'exécute. On va le voir dans quelques secondes. Puis, par défaut, les fonctions qui sont dans un Add Event Listener ont un paramètre événement. Il y en a un seul, il est toujours disponible, il sert à donner l'information sur l'événement. Comme quoi, ben dans ce cas-ci, c'est les touches du clavier, donc j'aimerais avoir let touche événement.key. Donc, la clé, donc la touche qui a été enfoncée, on va l'enregistrer dans une variable. On va tester ça juste pour voir log touche. Donc là, maintenant, je suis capable de tester les touches qui sont enfoncées. J'arrive ici, je rafraîchis ma page, et là maintenant, oups, c'est pas ça que je veux faire. Caps Lock, A, D, F, L, S, A, Arrow Left, Arrow Right. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est Arrow Left et Arrow Right, c'est les touches des flèches, ou A et D, parce que j'aimerais pouvoir utiliser WASD ou les flèches. On va regarder ça. Et là, on a besoin d'une structure conditionnelle. Donc, les structures conditionnelles, ça nous permet de vérifier s'il se passe quelque chose, réagit autrement. Donc, on va appeler ça souvent des if. Donc, if touche égale à, on a dit arrow left. On va commencer avec ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce petit bloc-là? Donc, on a un if, on a des parenthèses qui sont une condition, puis par la suite, on a des accolades un peu comme une fonction. Donc, les accolades, ils permettent de faire un bloc qui va être conditionnel. Ça veut dire que ce qu'il y a entre les deux accolades mauve ou rose là, vont s'exécuter seulement si la condition ici est vraie. C'est quoi la condition? Donc là, on a vu un égal. Le égal, ça veut dire qu'on met quelque chose dans une variable. Donc, ici, on a la touche qu'on enregistre dans la variable. Ici, on a 2 égales. 2 égales, c'est pas la même chose. Ça vérifie si les deux éléments de chaque côté sont pareils. Donc, ce que j'ai enregistré dans ma variable touche, est-ce que c'est la même chose que le mot arrow left? Si oui, on va le tester. On va dire touche de gauche enfoncée. Donc là, j'ai ici, si je clique dans mon canevas, on voit que ça se déclenche à répétition. Il y a un petit 3, 4, 5, 6 qui apparaît. Mais si j'appuie sur n'importe quelle autre touche, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Même parce que le bloc se déclenche seulement si la touche est égale au mot arrow left. Donc, ce que j'ai enregistré ici. Si je voulais mettre une deuxième condition, par exemple, j'aimerais que ça soit arrow left ou la touche A. Donc, le ou, on va utiliser deux petites barres verticales. Souvent, c'est Alt avec la touche qui est à côté du 1, là, en haut à gauche du clavier. On peut mettre une condition. C'est soit un ou l'autre. S'il y en a un des deux qui est vrai, ça se déclenche. Donc, au lieu d'avoir une seule condition, on peut en mettre deux. Donc, si maintenant ma touche égale à la lettre A. Donc, si c'est ça ou c'est ça, déclenche ça ici. Donc, on avait ici notre fonction déplacer joueur, mais c'est ça qu'on va vouloir faire. On va déplacer avec le mot gauche. On va mettre un paramètre qu'on va pouvoir gérer dans notre fonction. Pour l'instant, ça veut dire rien gauche, mais c'est moi qui ai décidé que ça serait ça. Donc, dans les deux cas, on va déplacer notre joueur à gauche. J'ai une deuxième condition. Moi, j'aimerais, si c'est pas vrai que... Si ça est faux et que ça est faux. Donc, les deux sont pas vrais. On passe à l'autre choix en dessous. On va dire, OK, vérifie maintenant si touche égale à arrow right ou touche égale à D. Si c'est vrai, un des deux est vrai, on va déplacer notre joueur. Faites pas de faute parce que ça va être important. Mettez vos majuscules comme je les ai écrites, mettez les doubles égales, puis mettez un ou entre les deux. Donc, c'est un ou l'autre. Ensuite, on s'en va dans déplacer joueur. Puis, si c'est à gauche, ben on va changer le X de notre bonhomme à gauche. Si c'est droite, on va déplacer le X pour ce qui s'en aille vers la droite. Donc, vous voyez qu'en ce moment, on a un paramètre qui s'appelle direction.
Direction, c'est quoi? Ben, ça va changer. Des fois, ça va être gauche, des fois, ça va être droite, dépendamment comment j'appelle, comment j'exécute ma fonction. Donc, quand on parle d'appeler une fonction, c'est qu'on utilise le nom sans le mot function devant, puis on vient, ça va exécuter la fonction qui est ici. Par exemple, si on a vu les if, donc on va le réutiliser. Si direction égale à gauche, assurez-vous de l'avoir écrit de la même manière qu'ici. Donc, en ce moment, ce que ça veut dire, c'est ce que j'ai envoyé dans direction, quand j'appelle déplacer joueur ici, ben, ça pourrait être gauche. Donc, si ça, c'est égal au mot gauche, ben, ou c'est pareil, donc égal, j'aimerais que au joueur.x est égal à au joueur.x moins au joueur.vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais déplacer, je vais soustraire du x actuel la vitesse. En ce moment, j'ai mis quoi? J'ai mis 5. Puis, je le réenregistre dans sa propriété x. Il y a une façon plus propre et plus rapide de faire la même chose. Donc, par exemple, je pourrais dire au joueur.x moins égal au joueur.vitesse. Ça veut dire que lui-même moins la vitesse. C'est la même chose. On en fait un ou l'autre, pas les deux. Choisissez celui que vous trouvez le plus simple à retenir. Puis, dans les deux cas, ça fait la même chose, mais gardez pas les deux, sinon ça va se déplacer trop vite. Maintenant, moi, là, j'ai géré juste la gauche. On va voir est-ce que ça marche. On va tester ça. Donc, normalement, quand je vais déplacer ça, ça va changer le X. Puis, comme dans ma boucle de jeu, afficher joueur s'affiche tout le temps, ben là, on va voir que mon rectangle, il va se déplacer. Oups, sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Mon rectangle n'a pas l'air a l'air juste de s'étirer. Ça efface pas mon rectangle. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on n'a pas mis, si je reviens dans la boucle de jeu, ben, le boucle de jeu, le canevas comme tel, c'est comme un tableau à la craie, là. Si on ne l'efface pas entre les moments qu'on redessine, mais ça laisse les traces qui étaient là avant. Donc, pour ça, au début, au context.clearRect, on veut effacer notre canevas. On veut effacer tout le canevas. Donc, le point de départ, c'est 0, 0, qui est dans le coin en haut à gauche de notre canevas. Puis, on a n largeur canevas, n hauteur canevas, comme ça. Donc, ça nous permet d'effacer notre canevas au complet. Et là, maintenant, on va avoir l'impression que mon bonhomme se déplace. Pourquoi? Parce que entre les fois qu'on le redessine, ben, on va effacer tout le canevas. Ça veut dire qu'on ne garde pas la position précédente de notre... Maintenant, je suis capable de déplacer mon canevas. Puis, qu'est-ce qui se passe? Mais là, je peux sortir de mon canevas. Fait que ça va me prendre des limites aussi pour dire, hop, je peux pas aller plus loin que le bout à gauche de mon canevas. Mais on est capable de déplacer notre joueur. Fait que là, on va aller ici. Puis, on va se faire une deuxième condition à l'intérieur. Ou après, en fait. Comme ça ici. Puis là, je vais dire si au joueur.x est plus petit que 0. Donc, on a vérifié que si le côté gauche de notre rectangle est plus petit que 0, ben, je vais le mettre à 0. Joueur.x égale 0. Donc, si j'étais allé un peu plus loin que si j'étais à moins 5, ben, je le remets à 0. Comme ça, mon joueur ne pourra jamais sortir de l'écran. On va tester ça. Maintenant, je suis capable d'aller à gauche. Puis, quand j'arrive au bout, ben, il reste... Je ne peux pas aller à droite, mais je peux aller à gauche. Si je teste la touche A maintenant, ben, je suis capable quand même de faire la même chose. Super! Donc, ça, c'est parfait. Je suis capable de faire la même chose pour le côté droit. Fait que là, j'ai mon if avec ma direction est égale à gauche. Else if
Donc, le else if, c'est la suite des if. Donc, je suis obligé de commencer une série avec un if tout court. Sinon, si. Donc, le else if, c'est la deuxième. Sinon, si, c'est pas gauche, mais c'est droite. Donc, direction égale à droite. Et là, je vais faire la même chose, mais dans l'autre sens. Au joueur .x plus égal à au joueur.vitesse. Puis, si jamais il est plus grand que la largeur, ben là, je vais bloquer mon élément. If au joueur.x plus sa largeur, vous allez comprendre pourquoi, au joueur.largeur. Donc, pourquoi? C'est parce que là, je vais avoir le côté droit de mon rectangle. Le point X, il représente toujours la portion ici. Moi, ce que je veux, c'est, je veux pas que ce côté-là dépasse. Donc, je prends son côté gauche, auquel j'additionne sa largeur. Ça nous donne la position ici. Si ça, c'est plus grand que la largeur du canevas, ben, je remets à la position juste avant. Donc, ça ici, si ça c'est plus grand, oups, et ma condition c'est plus grand que n largeur canevas, ben, au joueur.x est égal à n largeur canevas moins joueur.largeur. Donc là, ça nous permet de bloquer le joueur comme tel. Donc là, je vais aller voir. Normalement, je devrais être capable de me rendre jusqu'au bout. Et là, ça bloque. Là, si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, je peux soit augmenter la vitesse, soit augmenter la vitesse de ma boucle de jeu. Un des deux. Si je veux que ça soit plus fluide, dépendamment de votre navigateur, ben soit, là je l'ai mis à 1000 sur 24, ça veut dire que c'est 24 fois par seconde. Si je le mets à 1000 sur 60, ben là tout d'un coup ça va être beaucoup plus fluide. Puis si je veux que ça aille plus vite, ben je pourrais augmenter la vitesse à 10 par exemple. Dépendamment de comment vous voulez l'ajuster, c'est à vous à gérer votre jeu de cette manière-là. C'est sûr que plus on met de frames, donc plus la boucle de jeu se déclenche souvent, plus c'est gourmand sur le navigateur. Faut pas que ça soit trop dur, sinon le navigateur va laguer. Sinon, on peut rester là à 1060, 1000 sur 24, etc. Je vais arrêter la vidéo là parce que c'était l'objectif de la première étape. La première étape, c'est d'être capable de déplacer notre joueur. Une fois que ça c'est fait, ben maintenant, dans la prochaine vidéo, on va gérer la balle qui va se déplacer, elle, dans elle va se déplacer dans notre jeu. Donc, j'arrête la vidéo pour l'instant, on continue dans la prochaine.